À suivre dans Vox Pop, des personnes électro-hypersensibles qui alertent contre les dangers des ondes électromagnétiques et des opérateurs téléphoniques qui dictent leurs lois en toute tranquillité. Ondes, des opérateurs insensibles, c'est l'enquête de la semaine. Nous sommes dans les Alpes, dans une région assez reculée, et nous allons au premier rassemblement international des personnes hypersensibles aux ondes magnétiques. Les consignes des organisateurs sont strictes. Il faut se garer à quelques kilomètres du rassemblement et éteindre son portable. Il est même précisé que les parfums et déodorants sont interdits parce que certains y sont allergiques. Ouais. Même les clés avec les télécommandes, on vous demande de les laisser donc, dans le véhicule pour limiter la nuisance par rapport aux personnes qui sont autour. D'accord, et on a mis un fil là, vous voyez, parce qu'on c'est indispensable. On n'a plus le micro HF là. Ah ben c'est indispensable, avec un micro HF, je ne serais pas capable de tenir une conversation. Et que ce soit un peu visible pour qu'ils puissent le voir. Mais vous croyez qu'on voit pas que je suis journaliste déjà? Avec ça? Si. Pendant une semaine, les électro-hypersensibles se retrouvent dans cette vallée. Les montagnes les protègent des ondes extérieures. Au menu de la journée, rencontres, débats avec des scientifiques et des politiques. Oui, je suis journaliste. Oui, non mais je sais, marqué, je trouve ça génial. Et vous êtes députée européenne, c'est pas marqué? Eh oui, et non. Non, donc vous venez défendre ces gens-là, c'est ça? Après, il faut qu'on réfléchisse ensemble sur comment alléger leur souffrance, comment prendre en compte cette électro-hypersensibilité, soit dans le logement, soit dans les transports, vous voyez, soit dans leur quotidien, quoi. En France, on dit que c'est psychosomatique, on dit. Non, on le reconnaît dit pas, on le dit plus, ça. Non. On le dit plus parce que d'abord l'OMS l'a reconnu, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît ces symptômes qui définissent l'électro-hypersensibilité. Vous êtes aujourd'hui environ une centaine à être venus soutenir le projet de lieu de vie sans irradiation, dit plus communément projet de zone blanche pour accueil d'urgence pour personnes électro-hypersensibles. Nous travaillons avec Michel Rivasi qui pilote ce projet depuis 3 ans et ce projet est porteur d'espoir pour l'ensemble de l'humanité. C'est Philippe qui a trouvé cette fameuse zone blanche avec son camping-car. Avec lui, nous comprenons mieux l'enjeu de son action contre l'exclusion et l'isolement des personnes électro-hypersensibles. On a au jour d'aujourd'hui des personnes électrosensibles qui vivent dans des caves, des grottes, des appartements blindés, qui vivent dans des caravanes, dans des bouts du monde. Et c'est avant tout pour permettre à ces personnes-là de vivre décemment et dignement qu'on va faire de la Chartreuse de Durbon un lieu sans aucune irradiation artificielle. Il y aura des zones sans irradiation, des zones blanches partout, dans chaque département, à court ou moyen terme. Ah, c'est ça que vous envisagez? Ah ben c'est pas ça qu'on envisage, c'est la nécessité. Et quand on aura 2, 3, 5, 10% de la population qui ne va pas retourner simplement à 15 ans ou 20 ans en arrière en abandonnant sa téléphonie mobile, mais un siècle en arrière, parce que beaucoup d'entre nous sommes sensibles aux 50 Hz. C'est-à-dire que nous vivons sans électricité, nous vivons sans aucun appareil électrique. Beaucoup de personnes touchées par cette maladie vivent ou passent leurs vacances en camping-car et se réfugient dans les montagnes. C'est le cas d'Irma, une Allemande, qui depuis quelques années ne supporte plus les ondes du portable, ni même les émanations d'une simple lampe électrique. Mes collègues au travail avaient tous un portable. Station-émetrie, c'est pas loin de mon bureau. Je m'énerve tous les jours. Là. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de vous quand ils vous voient? C'est toujours un combat d'expliquer ma situation aux gens. Ils pensent que vous êtes folle? Oui. Pas tous. Mon médecin me croit, mais il ne peut pas m'aider. Il n'y a pas de médicaments. Non. On est venu voir les électro-hypersensibles ici dans la montagne avec, il faut le dire, avec un peu de condescendance, en rigolant quand ils nous ont demandé si on avait mis du parfum ou pas. Et puis en les voyant, en prenant du temps, en les écoutant surtout, on s'est rendu compte que c'était une vraie maladie et que c'était pas que dans la tête. Et que ça pouvait peut-être même nous concerner. Voilà, on va aller voir du côté de nos correspondants en Europe comment ça se passe.
Selon un rapport de 2009 sur la santé de l'environnement, 300 000 personnes souffriraient d'électrosensibilité en Suède. Depuis 1995, le pays reconnaît l'électrosensibilité comme un handicap, mais ce n'est pas encore officiellement une maladie. Les électrosensibles ont désormais les mêmes droits que tous les autres handicapés. Leurs besoins spécifiques sont pris en compte selon les dispositions légales. Par exemple, leur maison ou leur lieu de travail doivent être protégés des ondes. Les critiques estiment que ces mesures ne vont pas assez loin. Et de plus en plus de gens se battent aujourd'hui pour que l'électrosensibilité soit reconnue comme une maladie à part entière en Suède. En Grande-Bretagne, la clinique Breakspear est la première en Europe à offrir une aide médicale aux électrosensibles. Créée dans les années 80, elle traite plus de 30 patients par an venus de toute l'Europe, un chiffre en constante augmentation. La clinique soigne l'électrosensibilité par des traitements chimiques de l'hypersensibilité et même si elle n'a pas encore de médicaments spécifiques, elle apprend aux patients à vivre en réduisant leur exposition aux ondes électromagnétiques. Cette clinique est encore unique en Europe, mais en 2015, l'Organisation mondiale de la santé devrait reconnaître l'hypersensibilité comme une maladie à part entière. D'autres établissements de ce type devraient voir le jour en Europe. Avec l'arrivée de la 5G, il y a urgence de légiférer sur les ondes électromagnétiques. Mais les opérateurs freinent le débat. Ondes des opérateurs vraiment insensibles. C'est l'enquête de Vox Pop. Thomas et sa femme ont découvert qu'ils étaient électrosensibles il y a 4 ans. Depuis, Thomas contrôle souvent l'intensité des ondes dans son appartement. Non, c'est ça. Attends, normalement, on a un truc fort ici. Mais... Non, mais... Comment vous savez? Parce que ma femme ne peut pas dormir dans cette chambre. Elle ne sent pas bien. Donc elle va dans la chambre de mon fils. Donc c'est ça. Voilà, et si on s'approche un peu... Oh. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est dans son ancien appartement que tout a commencé. Plaques sur le corps, maux de tête, la famille souffre, sans comprendre l'origine de ces malaises. Les symptômes s'accentuent. On leur parle d'électrosensibilité. Ils découvrent une antenne relais sur un toit, juste en face de chez eux. Et là, vous avez l'antenne relais qui sort. Thomas appelle alors la mairie, qui vient mesurer le niveau des champs électromagnétiques. Les relevés ne montrent rien d'anormal. Ils sont proches de 0. Mais ils doutent de ces mesures et décident de faire appel à un laboratoire privé. Et donc, on a fait venir le CRIREM, qui est un organisme indépendant. Et bizarrement, quand ils ont fait les mesures, eh ben, c'était très fort. Il a une mesure qui est donc 6 fois plus forte. Parce que dans la salle de bain, il a 3,1 volts par mètre, quand la mairie a 0,59 volts par mètre. Thomas a payé 1 000 € l'expertise du CRIREM. Celle de la mairie était gratuite. Les organismes mandatés par la mairie sont payés directement par les opérateurs téléphoniques qui, par définition, ne sont pas indépendants. Étienne Sandrier dénonce depuis longtemps ce conflit d'intérêts. En 2003, dans la presse, il a accusé les opérateurs de tricher en baissant les puissances. Cela lui a valu un procès qu'il a gagné. L'intérêt pour les industriels de fausser ces mesures, c'est d'essayer de faire croire à la population qu'en fait, ils sont extrêmement peu exposés. Donc en fait, c'est une façon de désamorcer la contestation, voire l'inquiétude de la population, en disant « Vous voyez, les niveaux auxquels vous êtes exposés sont négligeables ». C'est pour essayer de faire croire qu'il n'y a pas de danger en fait, associé à l'exposition. La bataille d'Étienne Sandrier a fait réagir les pouvoirs publics, au moins sur un point. Les relevés des mesures sont désormais effectués par des organismes indépendants. Mais du côté de l'expertise et des études scientifiques, Étienne Sandrier pointe aussi des problèmes d'indépendance. Dans ce dossier des technologies du sans-fil, c'est un cas d'école du conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'à tous les endroits, dans tous les rouages, ou si on compare ça à un réseau ferré, il va y avoir au niveau des aiguillages des gens qui appartiennent ou qui sont proches de l'industrie. Par exemple, Bernard Verret a été pendant 12 ans le représentant français de l'ICNIRP, l'organisme chargé de définir les normes d'exposition. Il est aussi membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom. On le retrouve dans tous les comités d'experts sur les ondes, tout comme René Desèze, Isabelle Lagroix et Martine Ours. Leurs travaux servent de référence pour l'élaboration des lois et des recommandations officielles. Leurs recherches sont financées par les opérateurs. Ces conflits d'intérêts
ont été dénoncés par l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de 2005 qui n'était pas destiné au public. Les précautions prises quant à l'indépendance des experts ont été insuffisantes. Un lien direct avec Bouygues Télécom pour un membre, un lien indirect avec France Télécom pour 3 membres. En ligne de mire, nos 4 scientifiques. Parmi eux, seule Martine Ours a accepté de nous rencontrer. Elle travaille à la faculté de médecine de Lyon et préside toujours le comité d'expertise sur les ondes à l'Agence de sécurité sanitaire. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'accuser les experts. Il y en a qui, bien sûr, il y en a qui ont des liens très proches, mais bon, moi, vous avez signalé... Vous en avez été témoin ? Oui, il y en a qui ont plus de liens que d'autres. Moi, quand vous dites vous avez eu des liens directs, c'est dans le cadre de l'étude Interphone. On a eu 5% du budget d'Interphone qui a été financé pour la France par les industriels. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ces 5%-là qui vont faire changer d'avis quand je lis les résultats? Bon, ça joue très peu. Très peu, mais ça peut jouer quand même. Martine Ours s'occupe aujourd'hui d'une grosse étude européenne, MobiKids. Elle évalue l'impact des ondes sur les tumeurs du cerveau de l'enfant. France Télécom est partenaire. Aux côtés de Martine Ours pour cette étude, Joviard, le responsable de la recherche et développement chez Orange. Le fait que Orange soit un partenaire, est-ce que c'est pas un problème? Les industriels ne sont pas que là pour... ils sont aussi concernés par les risques qui risquent. Et ils ont aussi intérêt à prévenir les risques. S'ils veulent diffuser une technologie, ils ont quand même aussi intérêt à faire en sorte que leur technologie soit la moins dangereuse possible. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que les industriels soient tous des... C'est vraiment, je pense, une idée du public qu'il faut arriver à dire « mais non, on n'est pas tous des méchants, quoi ». Orange a refusé notre demande d'interview. En 10 ans, le discours officiel est toujours resté le même. Les ondes ne sont pas dangereuses pour la santé. C'est ce qui préoccupe la députée écologiste Laurence Abeille. Bonjour. Elle se bat pour obtenir une loi qui limite l'exposition aux ondes électromagnétiques. Quand l'OMS classe les ondes électromagnétiques comme cancérigènes possibles, pour moi, c'est déjà largement suffisant pour dire qu'il faut protéger les populations des ondes. Moi, je considère qu'en tant que législateur, ma fonction, mon rôle, c'est de protéger la population. Je ne veux pas qu'on nous rejoue ce qui s'est passé avec l'amiante pendant des dizaines d'années et qui continue aujourd'hui d'avoir des conséquences absolument dramatiques. En janvier 2013, Laurence Abeille propose une loi pour réduire l'exposition du public. La veille du débat à l'Assemblée, la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, se rend aux vœux de la Fédération des opérateurs de téléphonie mobile. Aux côtés du directeur général d'Orange, elle déclare sans ambiguïté. Demain, sur les bancs de l'Assemblée, j'assumerai pleinement mes responsabilités de ministre des Télécoms et je dirai la vérité au lieu d'agiter des peurs irrationnelles. Le lendemain, le gouvernement retoque la proposition de loi. La députée écolo ne se décourage pas. Pendant 1 an, elle remanie son texte et doit revoir ses ambitions à la baisse sous la pression du lobby des opérateurs. Un lobby qui n'hésite pas à envoyer aux autres députés leurs propositions d'amendement. Et puis ça, ce sont en fait leurs propositions d'amendement. Donc un des amendements importants, c'était de remplacer le mot modération par le mot maîtrise. Et donc c'est présenté ce qui n'a pas évidemment... c'est comme un amendement à l'Assemblée nationale, c'est le même format, hein, exactement. Il n'y a plus qu'à remplacer, mettre les noms, etc. Lorsqu'en janvier 2014, la proposition de loi de Laurence Abeille passe à l'Assemblée, les opérateurs peuvent compter sur des soutiens indéfectibles, comme la députée UMP, Laure de la Raudière. Pourquoi interdire le Wi-Fi pour des enfants de 2 ans si l'utilisation d'une tablette, par exemple, pour des enfants handicapés peut leur faire des progrès? Pourquoi l'interdire alors qu'il n'y a pas de risque scientifique avéré? Pourquoi? Avant d'être députée, Laure de la Raudière était directrice régionale de France Télécom. D'ailleurs, les amendements qu'elle a présentés sont des copies conformes de ceux envoyés par les opérateurs. Le texte de loi a finalement été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat en juin dernier. Mais avant son vote définitif, prévu à l'automne, le gouvernement a une nouvelle fois bloqué la loi. Le débat est reporté à une date indéterminée.
Contrairement à ce que nous disent les opérateurs, il est tout à fait possible de réduire les émissions des antennes pour les téléphones portables. J'ai rendez-vous avec une députée belge qui a gagné contre les opérateurs de téléphonie mobile. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous dans le cadre. Vous avez vos marques, très bien, parfait. Evelyne Wittebroek. Wittebroek, mais comment vous voulez. Wittebroek, vous avez été au gouvernement, non pas fédéral, mais au gouvernement régional de Bruxelles et vous vous occupez des questions d'environnement. Oui, principalement environnement, énergie et rénovation urbaine. D'accord. Et donc vous, en tant qu'écolo, vous avez appliqué une décision de ce Parlement qui disait un truc incroyable, il faut absolument baisser la puissance des antennes téléphoniques et vous avez une norme de 3 volts par mètre, c'est ça? Nous avions une norme de 3 volts par mètre. Au départ, c'était ça, voilà, ouais. Et puis nous l'avons modifié, si vous voulez, au mois de mai. Nous en sommes maintenant à 6 volts par mètre. Ce qui est quand même la norme la plus sévère au monde. Qui est la norme la plus sévère au monde et la plus ambitieuse et qui parvient à faire l'équilibre entre le développement de la mobilophonie et la santé. Juste pour dire qu'en Europe, il n'y a pas d'obligation pour les pays, mais c'est préconisé entre 41 volts par mètre et 60 et quelques. Hein. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? D'abord parce que le Parlement l'a décidé. Quand le Parlement décide, oui, d'accord, mais pourquoi il décide? Pourquoi le Parlement bruxellois? Ils ont décidé parce que pas mal de parlementaires ont été alertés, bien sûr, par la population qui craint les ondes électromagnétiques parce que je pense que les personnes électrosensibles sont de plus en plus nombreuses et qu'il y a aussi au niveau européen ce fameux principe de précaution qui existe. Quand on enquête sur ces questions-là, et nous à Vox Pop on a enquêté, en fait les opérateurs ils disent mais il n'y a pas d'études qui prouvent que c'est nocif. Comment ça se fait que vous en Belgique ce serait plus nocif que chez nous? C'est pas tout à fait exact qu'il n'y ait pas d'études. Ça, c'est ce que les opérateurs disent. Il y a quand même des experts de la santé qui disent très clairement il y a des risques. Donc nous avons décidé d'appliquer justement ce principe de précaution et de dire on n'est pas sûr. Et donc, nous prenons cette norme, qui pour les électrosensibles est encore une norme trop élevée. Ça n'a pas été facile. Non, ça a été une affaire de quand même plusieurs années. Ouais. On a eu un fort lobby des opérateurs depuis le début. Ils revendiquaient d'avoir plus de lieux pour implanter des antennes, parce que qui dit abaissement de la norme, dit également qu'il faut une multiplication d'antennes. Ils ont raison là-dessus. Ils ont raison, ouais. Ils ont raison. Donc ce que nous avons fait, c'est essayer quand même de leur proposer des lieux pour installer des antennes. Et les Bruxellois, c'est d'accord pour avoir des antennes, plus d'antennes chez eux? C'est là que vous tombez évidemment dans le serpent qui se mord un petit peu la queue, parce que vous avez beau expliquer à l'opinion publique, au comité de riverains, que s'ils veulent que les antennes soient moins nuisibles, il faut accepter d'avoir plus d'antennes. Ouais. Et ça, c'est très compliqué, parce que le symbole même de l'antenne fait peur aux riverains. Quelles ont été concrètement les actions des lobbies des opérateurs? Des opérateurs, tout simplement, ils disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir développer d'abord la 3G et puis ensuite la 4G. Avec la 3G, on a vérifié que c'était possible, mais si vous voulez, le lobby, c'était quand même un forcing au niveau de mon cabinet, de mon administration, et puis c'était surtout au niveau de la communication publique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disaient? C'était dire, Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, n'aura absolument pas, vous ne pourrez pas utiliser votre GSM. Tout simplement, vous aurez des coupures tout le temps, ça ne sera pas possible de faire... Il n'y aura pas d'Internet sur absolument les pas. tablettes ou sur... Donc, quelque part, il y avait une pression aussi terrible vis-à-vis de l'opinion publique, qui, elle, à la fois ne veut pas d'antenne, mais veut quand même que son... Il y avait une dégradation de la GSM. ville, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Même la Commission européenne. Ah, très fort. Donc là, je peux dire très clairement que la commissaire, Madame Kroes, Nelly Kroes, commissaire qui s'occupe des questions numériques, et je peux dire qu'en 10 ans, moi, je n'ai jamais eu une pression si forte de la Commission européenne et d'une commissaire elle-même, qui elle-même a dit à Bruxelles, ça va être le Moyen-Âge. À Bruxelles, vous ne pourrez même plus utiliser quasiment votre GSM. À Bruxelles, les entreprises vont quitter la région. À Bruxelles, l'Europe va quitter Bruxelles presque. Non, mais elle était excessive, complètement. Et donc, vous avez tenu bon? Nous avons tenu par rapport aux opérateurs et par rapport à la Commission européenne. Même si on a bougé la norme, nous restons en tout cas... je veux dire, les plus protecteurs, en tout cas, au monde. Est-ce que vous allez installer des zones blanches à Bruxelles? Vous avez ce projet-là? Ce qu'on a à Bruxelles, il faut savoir que Bruxelles est quand même une zone urbaine, 1 million d'habitants, excessivement dense. Donc, on ne peut pas faire non plus des zones blanches très grandes. C'est construit partout. Ce que nous avons, et ça, c'est déjà dans la législation, c'est que nous avons protégé tout ce qui est crèche,
écoles et hôpitaux. En fait, c'est un exemple pour le monde entier, non? Mais c'est ça le problème. Pour les opérateurs, accepter cette législation qui est très forte, même si elle était possible pour eux, c'était ouvrir la boîte de Pandore et montrer à Paris, à Amsterdam, Londres, toutes les villes, New York, que c'était possible. Ouais. Bah, bravo les Belges, bravo les Bruxellois et oui. les Bruxelloises. Je vous laisse dans le cadre. Vous allez regarder cette caméra, mettez-vous bien au centre, parce que vous avez quelques secondes pour dire quelque chose aux citoyens français, allemands et belges, puisque Arte est également diffusé en Belgique. Allez-y, quelques secondes. Quelques secondes, ben voilà, dans notre région, on est arrivé à une législation environnementale qui est ambitieuse et qui, pourquoi pas, peut donner des idées en Allemagne, en France et ailleurs. Vox Pop, c'est terminé pour aujourd'hui, mais ça continue sur Internet. Vous avez les reportages, vous avez l'intégralité de l'interview, des liens pour aller plus loin. Je vous embrasse, les 507 millions d'Européens. Il paraît qu'on est 507 et pas 509, mais c'est déjà pas mal. À bientôt.